Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de l'écologie et de la religion. Quel est le lien entre l'écologie et la foi? Comment les croyants se mobilisent-ils pour la sauvegarde de l'environnement? Pour en parler, je reçois un spécialiste du développement durable, Laurent Joliat-Ferrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la société Empreinte écologique. Vous allez nous dire ce que c'est. Puis vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier, Petit manuel du développement durable à l'usage de Ségolène, Nicolas et les autres. Est-ce que, Laurent Joliat-Ferrier, les religions aujourd'hui sont un allié pour le développement durable et plus généralement pour la cause de l'environnement? Je pense que oui. Nous avons fait une étude, donc un calcul de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une mesure de ce que l'homme demande à la nature. Et en France, chaque Français demande entre 5 et 6 hectares par an à la nature pour vivre. Et nous avons fait un calcul à la demande du WWF sur 2 communautés religieuses, à Ankhalkha et à Karmaling. Et nous avons trouvé que l'empreinte écologique de ces communautés religieuses était notoirement plus faible que celle du Français moyen. C'est-à-dire qu'on était autour de 3 hectares par an pour ces communautés religieuses. Donc une communauté bouddhiste et chrétienne. Hein, donc une communauté bouddhiste Karmaling, donc au-dessus de Chambéry, dans une ancienne chartreuse, et une communauté chrétienne à Ankhalkha, donc des moines bénédictins. Donc un bon résultat. Donc un bon résultat malgré... bon résultat d'ensemble, avec 2 points forts qui étaient les déplacements, donc relativement peu de déplacements et souvent en transport en commun plutôt qu'en véhicule particulier, et un très bon résultat aussi sur l'alimentation, puisque dans ces communautés, rien n'est jeté, donc ce qui n'a pas été mangé, ce qui reste dans les plats à midi est réintégré dans la soupe le soir par exemple au niveau d'Ankhalkha. Donc là, des empreintes au niveau de l'alimentation et des déplacements très faibles. Et par contre, il y avait des empreintes qui étaient beaucoup plus fortes au niveau des bâtiments, du chauffage des bâtiments, puisque dans un cas, on est dans une ancienne chartreuse au-dessus de Chambéry, au fond d'un vallon très, très sombre, avec des vieux bâtiments, des vitres très anciennes, donc beaucoup de déperdition d'énergie. Et en quel cas, donc un seul exemple, ils ont une église qui fait 14 ou 15 mètres sous plafond, qui est chauffée en hiver un minimum. Et donc là aussi une empreinte au niveau de la consommation d'énergie pour le chauffage qui est assez importante. Mais malgré tout, donc, le bilan global est assez favorable et donc il y a encore des marges de progrès. Est-ce qu'il y a dans ces communautés religieuses une conscience écologiste? Est-ce qu'on s'en rend compte ou c'est parce que notre mode de vie fait que on consomme moins que le Français lambda? Non, enfin, dans ces 2 communautés, je n'ai pas une vue d'ensemble sur toutes les communautés religieuses. Sur ces 2 communautés, il y a une vraie prise de conscience, une vraie conscience des problèmes environnementaux. Karmaling, ça s'explique, c'est un peu plus naturel parce qu'il y a toujours eu une très forte proximité entre le bouddhisme et l'environnement, traditionnellement. Ils sont particulièrement actifs. Et au niveau d'Ankhalkha, donc ils ont été sensibilisés, je ne connais pas l'historique, mais il y a une démarche très volontaire, oui. Il y a une démarche très volontaire et par exemple, l'année dernière, ils devaient changer leur ancienne chaudière pour une chaudière au bois. Ce qui permet en termes d'émissions de gaz à effet de serre de réduire considérablement l'impact. On peut s'en inspirer, nous, au quotidien? Je pense que ce qu'on peut tirer de ces expériences monastiques, je pense que la solution, c'est pas qu'il y ait 60 millions de moines en France, ce serait trop facile et pas forcément électoralement très vendable. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de réfléchir à la part qui est accordée par ces communautés au matériel et au spirituel. Donc traduit dans la vie civile, entre guillemets, on peut se poser la question de savoir s'il faut qu'on travaille autant pour se payer le dernier lecteur MP3, le dernier téléphone portable, la dernière console de jeu. Voilà, si on ne pourrait pas travailler un peu moins. J'ai des amis qui l'ont fait, donc qui travaillent un peu moins, qui font plus de choses eux-mêmes, donc par exemple qui retapent leur maison eux-mêmes, qui éventuellement accordent plus de temps à la photographie, à la visite de musées. Donc réorganiser un peu sa vie pour donner un peu moins de temps au matériel et un peu plus de temps au spirituel. Donc le spirituel pouvant être du religieux ou autre chose. Donc on peut imaginer que les personnes qui ont la foi sont plus écologistes que les autres? Il me semble que normalement ça devrait être le cas. Donc il n'y a jamais eu d'études de grande ampleur à ce niveau-là, mais on pourrait penser que c'est le cas, oui.
Alors, en tout cas, il y a une multitude d'initiatives privées, de chrétiens notamment, pour mettre en avant ce développement durable. Exemple avec cet éco-tour que des jeunes Français ont réalisé, une année à arpenter la planète en quête de bonnes idées pour sauver la planète. Regardez. Partir, prendre la route. À 20 ans, qui n'a pas rêvé d'avoir ce sentiment de liberté? Passer du rêve à la réalité, faire un tour du monde, c'est ce qu'ont fait 3 jeunes Français fraîchement diplômés d'une grande école. Un tour du monde écolo baptisé Écotour, à la découverte aux 4 coins de la planète des initiatives de développement durable. Nous, ce qu'on pouvait apporter, c'était justement nos capacités peut-être de communication, c'est-à-dire on était étudiants en école de commerce. Ce qu'on peut faire autour de ça, c'est de la communication, du commerce, c'est-à-dire faire parler de ces projets, faire parler des projets qui marchent, des initiatives encourageantes et donner un message positif sur l'environnement, un petit peu décalé par rapport aux messages plus scientifiques, techniques qui passent dans les médias partout autour de nous. Un tour du monde pas comme les autres. Des dizaines de milliers de kilomètres de pistes, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique. Une aventure avec à la clé des rencontres un peu folles. Bonjour! Un an à parcourir le globe pour se rendre compte que l'écologie, notion occidentale, a aussi sa place dans les pays en voie de développement. On ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. En fait, on a trouvé des gens qui, en local, dans leur village, dans une petite communauté, dans une entreprise, dans un ministère, quel que soit le pays, avaient cette fibre écologique. Mais c'est même pas... J'ai du mal à employer le mot écologique parce que tout de suite, ça fait assez sectaire. En fait, ils avaient juste envie de protéger le bout de nature qui était à côté d'eux, leur environnement local. Alors eux, vous leur parlez de développement durable, ils ne savent même pas ce que c'est. Ce qu'ils savent, c'est que la nature est plus qu'importante, parce que c'est leur pain quotidien, tout simplement. Un an à rouler pour montrer ce visage mal connu de l'écologie. À rouler d'une rive à l'autre de la planète, avec tout de même ces moments de détente. Des Nicolas Hulot en herbe, confrontés dans tous ces pays au difficile équilibre entre développement et écologie. On ne peut pas les priver d'un développement comme celui qu'ont eu tous les pays occidentaux, un développement vraiment économique, industriel. Mais les deux sont vraiment conciliables, c'est la force de ce concept de développement durable qui concilie l'économique, le social et l'environnement. Concilier ces 3 choses pour ces pays qui aujourd'hui partent de la base, c'est plus que possible. Il faut juste leur donner un peu de moyens, il faut les écouter, il faut leur transmettre tous nos savoirs parce que c'est très fort, c'est aussi tout ce qu'on peut faire en termes d'énergie renouvelable, d'énergie solaire. Ça vient des pays occidentaux, il faut les transmettre sur le terrain. Le développement durable, une idée pertinente, quelle que soit la latitude. Une aventure nécessitant solidarité et combativité, mais qui, vu le peu d'intérêt qu'il suscite souvent, passe aujourd'hui avant tout par l'éducation. Ce qui n'a pas suivi en parallèle, je crois, c'est l'éducation et l'environnement. Et ça, c'est vraiment le constat avec lequel on revient de ces 13 mois de voyage. On a abordé plein de thèmes sur l'environnement, les énergies renouvelables, l'écotourisme, les déchets, toutes ces choses-là, des choses qui reviennent dans tous les pays du monde, c'est les mêmes problématiques. Il y a vraiment une solution pour tout ça, en tout cas une solution qui est préalable à toutes les autres solutions qui peuvent s'en suivre. C'est l'éducation et l'environnement. Écotour, un voyage intelligent de 3 monsieur tout le monde, comme ils disent d'eux-mêmes, devenu aujourd'hui, par la force des choses, de fervents écolos. L'écologie, notion occidentale, est-ce que c'est une réalité dans les pays pauvres comme en Afrique, on l'a vu dans ce reportage? Oui, je pense qu'il y a dans les pays en développement une tradition qu'on avait en Europe et aux États-Unis il y a 50 ou 100 ans, qui est une économie donc, qui est très en lien avec la nature, encore très agricole, et où il y a une culture du non-gaspillage et de l'économie. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut bien vivre avec la nature. Parce qu'il faut vivre avec la nature, qu'on sait que le carré de prairie qu'on a devant soi ou le carré de champ qu'on a devant soi, c'est ce qui va nous nourrir l'année prochaine. Alors qu'aujourd'hui, donc, on vit en ville, donc la nourriture arrive dans le supermarché, on ne sait pas trop d'où ça vient. On a perdu en fait ce lien direct avec... beaucoup de personnes ont perdu ce lien direct avec l'environnement et la nature. Ces Africains, par exemple, ils nous donnent une leçon d'écologie presque, non ? Oui, à Rio, il y a des chefs indiens qui avaient été invités et qui avaient dit bon, vous pouvez certainement nous apprendre des choses en matière de science, en matière d'un certain nombre de choses, mais qui avaient dit en matière d'environnement et de nature, nous, on a des choses à vous réapprendre. Et ça, je crois que c'est totalement vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait réapprendre, par exemple ?
pourrait réapprendre, par exemple, à une agriculture moins intensive. Parce qu'aujourd'hui, donc, le secteur agricole consomme à peu près un tiers de l'énergie consommée dans les pays développés. Et donc aujourd'hui, pour faire du blé, en fait, on consomme du pétrole. Et le jour où il n'y a plus de pétrole, on peut se demander d'ailleurs comment on fera le blé. Donc on peut imaginer qu'on soit obligé, dans un futur pas très lointain, à revenir à des pratiques agricoles un peu moins intensives. Alors, il ne s'agit pas non plus de revenir à la charrue et au cheval, mais on peut imaginer, assez classiquement, utiliser moins d'engrais, moins de pesticides. Il y a certaines choses qu'on peut refaire à la main au lieu de les mécaniser. Et là, certainement, les pays en développement qui ont gardé ce lien peuvent nous aider, ou certaines communautés, donc on évoquait tout à l'heure les Amish, il y a certainement des expériences à... Une communauté chrétienne qui vit d'une manière un peu particulière, qui vit d'une manière assez traditionnelle. Ils n'utilisent pas la modernité. Voilà, ils sont arrêtés, en fait, ils ont décidé d'arrêter leur développement, je crois, à la fin du 19e siècle, grosso modo, donc il n'y a aucune mécanisation. Donc à ce niveau-là, il y a certainement des expériences calculer leur empreinte écologique. À reprendre, et on pourrait calculer leur empreinte écologique, elle serait certainement très basse. Revenons aux pays pauvres, il y a aussi cette question de croissance, ils ont le droit à la croissance, c'est ce que dit ce jeune dans ce reportage, qu'est-ce que vous en pensez? Croissance et écologie, est-ce que c'est compatible? Je préférais qu'on utilise le mot développement que le mot croissance, parce que le mot croissance est relié à la croissance du PIB, et la croissance du PIB, on sait aujourd'hui par les études qui ont été faites, qu'elle est en fait totalement liée à la consommation d'énergie. Et plus il y a de croissance de PIB, plus il y a de consommation d'énergie. Les deux courbes sont liées. Et donc, si ce qu'on propose aux Chinois ou à d'autres pays en développement, c'est notre mode de développement d'avoir 2 voitures, 3 voitures par famille, là, on est sûr qu'on est dans le mur dans quelques années. Parce que si tous les Chinois, par exemple, consomment autant de papier qu'un Européen, ils absorbent la totalité de la production de pâte à papier du monde. Il faudrait qu'ils passent à l'étape supérieure sans passer par ce... Donc, ils ont droit à un développement. Donc, pour que nous, on puisse vivre comme on vit, il n'est pas acceptable que des gens en soient restés au XVIIe siècle. Ça, c'est clair. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de sauter l'étape que nous avons vécue, qui n'est pas soutenable, et de trouver des modes de développement qui soient compatibles avec l'environnement. Les chrétiens, est-ce que vous savez ce qu'ils en pensent? Vous en avez rencontré dans le cadre de votre travail, en tant que spécialiste de développement durable? On peut prendre un exemple, c'est celui de l'agriculture dans les pays en voie de développement. Et là, il y a un relatif consensus qui se fait, toutes tendances confondues, croyants, pas croyants, de gauche, de droite. Et ce qu'on constate, c'est que quand les pays en développement donc, se mettent à adopter un mode de développement occidental, donc avec industrialisation, agriculture intensive, entre autres pour pouvoir faire rentrer des devises et rembourser les prêts des organismes internationaux, on se rend compte que la conséquence, c'est la mort de l'agriculture vivrière. Et que derrière, assez souvent, on a des problèmes d'alimentation et de famine. Donc là, effectivement, il y a des choses à regarder. Alors je vous propose maintenant de découvrir un prélat qui tient des propos surprenants sur la cause environnementale. Il s'agit du cardinal Pell, l'archevêque de Sydney. Il organise les prochaines JMJ de Sydney prévues en 2008. Regardez. Le cardinal australien George Pell a un agenda très plein en ces jours. C'est en effet à lui que revient l'organisation des prochaines Journées mondiales de la jeunesse de 2008 à Sydney. Près de 600 000 pèlerins y sont attendus pour l'événement. Maintenant commence le travail immense de préparer la logistique et les sites ainsi que l'hébergement, les déplacements. Il faut aussi trouver des sponsors et nous recevons beaucoup d'aide, notamment de la part du gouvernement australien. Mais le cardinal Pell a aussi d'autres devoirs. Depuis 5 ans, il supervise la nouvelle traduction du missel en anglais. Le processus de traduction est presque prêt, après beaucoup de consultations et de débats. La qualité du travail étant excellente, je suis sûr que tout se passera bien. Il n'y a pas de quoi se préoccuper. Ces rencontres seront nourrissantes pour la vie religieuse des participants. Le cardinal Pell est connu pour ses positions claires et franches. L'un des sujets qui lui tient à cœur actuellement est le changement climatique. Il reconnaît que l'activité humaine transforme le climat. Néanmoins, il estime que la science n'a pas encore prouvé que cela causerait un effet catastrophique. Il critique aussi la tendance à l'alarmisme de ceux qui parlent du changement climatique. Les personnes sans religion cherchent souvent quelque chose à craindre.
Je me rappelle les lycéens craignant leur destruction par le biais des armes nucléaires il y a 20 ans. La presse, depuis une centaine d'années, publie pour sa part, de façon alternée, soit des avertissements contre le réchauffement climatique, soit contre le refroidissement de la planète. L'Antéchrist serait un écologiste extrémiste et un pacifiste, a estimé le cardinal italien Biffi, dans l'une de ses méditations récemment proposées à la curie romaine. Le cardinal Pell a trouvé cette observation amusante, mais la prend aussi au sérieux. Pour lui, cet Antéchrist ne sera sans doute pas un individu ou un mouvement particulier, mais sera clairement très décevant. La figure de l'Antéchrist propose beaucoup d'éléments attractifs pour les êtres humains, tout en étant très profondément mauvaise. L'Antéchrist, rien que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage et de ses propos ? Concernant le réchauffement climatique, ce qui est vrai, c'est qu'on ne connaît pas de manière précise, on n'est pas capable aujourd'hui de manière précise de mesurer toutes les conséquences. Ce qu'on a mesuré, donc, c'est l'évolution des taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'évolution parallèle de l'augmentation de température. Donc on manque de données scientifiques encore. Donc on sait qu'il se passe quelque chose. On a différents scénarios quant aux conséquences. Donc on pense qu'effectivement, il va y avoir un réchauffement terrestre de manière assez générale. Mais il se peut aussi que ce réchauffement entraîne une diminution de l'activité du Gulf Stream, ce qui entraînerait un refroidissement en Europe. Donc c'est un système qui est très complexe et dont on ne connaît pas encore tous les paramètres. Donc il est vrai, il se peut qu'on crie au loup pour quelque chose et qu'en fait ce soit autre chose qui survienne. Il paraît-il que dans les années 70, on avait peur du refroidissement de la planète. Oui, enfin la tendance générale, de toute façon, est au réchauffement parce que le Soleil étant ce qu'il est, donc il y a une étoile qui a tendance à se développer, qui est en expansion. Donc de toute façon, la tendance lourde au niveau de la Terre, c'est de recevoir de plus en plus de rayonnement solaire. Donc le réchauffement, c'est quelque chose d'avéré. Et de toute façon, on sait que la Terre terminera carbonisée par le Soleil, donc, mais dans quelques milliards d'années. Alors ce cardinal dit aussi une chose que je trouve assez intéressante. Il dit les jeunes, la cause écologiste, c'est souvent une cause qui intéresse les jeunes, et les jeunes ont besoin d'un ennemi, entre guillemets, un peu virtuel ou quelque chose à combattre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont intéressés par l'environnement. Moi, c'est gentil de me traiter de jeune. Je ne suis plus autant que ça. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Oui, ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'écologie et j'ai bien l'intention de m'y intéresser jusqu'à la fin de mes jours. Au-delà de la jeunesse, est-ce c'est vrai que les jeunes sont plus enthousiastes, mais pas que pour l'écologie. Mais au-delà de la jeunesse, est-ce qu'on ne se fait pas un peu peur quand même avec ces questions de l'environnement ? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. J'essaie d'être relativement neutre dans mes appréciations dans la mesure où on peut l'être. Je pense que vraiment dans beaucoup de domaines, l'homme a atteint un tel pouvoir à travers l'industrialisation, l'énergie liée au pétrole, qu'il est vraiment en mesure de modifier la face de la Terre de manière assez importante. Donc moi je ne pense pas que c'est un effet de mode. Alors, Laurent Joliat-Ferrier, je vous propose maintenant de partir en Amazonie, le poumon du monde, dit-on. La forêt est menacée par l'exploitation forestière et agricole, exploitation qui se fait au détriment des Indiens locaux. Un évêque français défend leur cause et avec elle celle de la nature. C'est au Brésil, regardez. Umka Awina Wiyam. L'homme blanc n'est pas bon, disent les Indiens. D'abord, il saigne à blanc les EVA pour le caoutchouc, et maintenant, il coupe tous les arbres, très vite, et dans l'illégalité. Et il en gâche beaucoup. Il est pressé de débarrasser le plancher pour des milliers de vaches et de bœufs, qui seront ensuite eux aussi débités comme planches, en carrés de viande ou en briques de lait. Cela fait de grandes prairies, de très grands propriétaires terriens, de riches fazenderos, mais surtout des millions d'hectares rapidement volés à d'autres blancs, des pauvres sans terre. Pourtant, la réforme agraire de Lula leur donne un bout de forêt amazonienne pour qu'ils la défrichent et y cultivent de quoi nourrir leur famille. Mais les gouverneurs locaux ne sont pas d'accord et légalisent beaucoup plus vite les grands fazenderos que les petits propriétaires. Tout cela ne fait pas du tout l'affaire de la forêt, qui veut bien donner du fruit et des légumes, et même de la viande, mais pas être piétinée par les bœufs.
tout de même. Moi, j'ai vu la forêt intacte en 66. Et maintenant, il n'y a qu'à voir la photo de satellite de l'état du Rondônia, plus de la moitié a disparu. Et ça continue. Ils ne viennent pas me dire qu'ils sont en train de la protéger. C'est trop grand le Brésil. C'est 17 fois la France. Alors ils ont le temps de faire leur coup. Ils abattent les arbres vite. Ils sèment ce pâturage avec des avions. Hein, ils mettent le feu d'abord, tout ça. Bon, après, et puis au bout de quelques temps, ça y est, c'est des pâturages avec de beaux bœufs. Laurent Joliat-Ferrier, c'est un vrai problème ce qui se passe au Brésil, en Amazonie, hein? Oui, c'est un vrai problème, moins pour... quand on dit la forêt amazonienne est le poumon de la Terre... C'est ce que j'ai dit moi-même tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose qui en fait, c'est une vieille lune. Parce qu'en fait, le bilan entre les gaz qui émettent effectivement, entre les arbres qui émettent effectivement de l'oxygène, mais aussi qui sont en décomposition, donc qui émettent d'autres gaz, en fait, le bilan de la forêt amazonienne est à peu près neutre. Par contre, la forêt amazonienne a un rôle important dans la régulation du climat, donc on revient sur les problèmes de changement climatique. La forêt amazonienne abrite la biodiversité, donc il y a un certain nombre d'espèces animales, végétales qu'on ne trouve qu'en forêt amazonienne. Donc de quel droit se permettant de supprimer une espèce vivante, qu'elle soit végétale ou animale, ça c'est tout à fait indiscutable. Et puis sur le plan social, voilà, il y a des gens qui vivent depuis des centaines d'années dans la forêt amazonienne et qui sont chassés puisqu'on détruit leur habitat. Qui se retrouvent dans des bidonvilles, des favelas. Et ça, bon, c'est classe, ça se trouve au Brésil, mais ça se trouve dans d'autres pays aussi. Donc la cause écologiste, c'est aussi une cause sociale et économique? On ne peut pas, à mon avis, avoir des actions efficaces si on ne prend qu'un des aspects. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une politique basée uniquement sur l'économie, on ne peut pas avoir une politique basée uniquement sur l'environnement. Donc, quand on regarde la campagne en France aujourd'hui, donc on avait d'un côté donc des gens qui défendent un système économique relativement libéral avec l'environnement qui passe très nettement au second plan, et à l'opposé des écologistes qui sont très très axés sur l'environnement, mais qui parlent très peu d'économie et de social. Et donc tous les problèmes en fait sont liés. Et on voit là qu'un problème environnemental se transforme en problème économique puisqu'on n'a plus d'argent, on ne peut plus vivre, et en problème social parce qu'on s'agglutine dans les bidonvilles. Il y a des manières de faire l'écologie qui aujourd'hui sont dépassées, selon vous? C'est difficile à dire, mais on pourrait dire... On pourrait penser que des actions très ciblées, strictement anti-nucléaires, anti-OGM, sont dépassées. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du nucléaire, et là je vais prendre des coups des deux côtés, le nucléaire présente des risques. Risque d'accident classiquement, etc. Et surtout le fait qu'on ne sache pas traiter les déchets et le risque de dissémination de matières fissibles si on ne contrôle pas la totalité du circuit. Mais d'un autre côté, l'énergie nucléaire émet relativement peu de gaz à effet de serre. Donc l'énergie nucléaire, ça pourrait être une transition entre une société tout pétrole et une société beaucoup plus axée sur les économies renouvelables. Et donc moi je suis je suis pas certain qu'il faille sortir du nucléaire à 100% à tout prix tout de suite, mais je suis pas non plus certain qu'il faille développer le nucléaire au niveau de l'ensemble de la planète comme certains scientifiques le proposent aujourd'hui. Je pense que la solution est probablement médiane. Alors rapidement, je l'ai dit en début d'émission, vous avez écrit ce livre, oui. Petit manuel du développement durable à l'usage de Ségolène, Nicolas et les autres. Est-ce que vous avez l'impression que l'écologie, qui était à la mode en ce début de campagne, il y a quelques mois, aujourd'hui encore une cause majeure de cette période électorale? Si on s'arrête au soir du premier tour, parce que les choses peuvent changer encore, au soir du premier tour, je pense que non. C'est-à-dire que les candidats, la majorité des candidats ont considéré que signer le pacte écologique de Nicolas Hulot était un moyen de se dédouaner et de régler le sujet de l'écologie assez simple. Je pense que Nicolas Hulot s'en est finalement aperçu puisqu'il a remis une couche le 1er avril. Difficile de juger. Ça a le mérite au moins d'avoir mis le débat sur la place publique. Il y a certainement eu des réactions différentes entre les candidats. Donc le fait, par exemple, que Corinne Lepage ait rejoint François Bayrou s'est senti très rapidement au niveau du programme écologique de l'UDF. Un vrai poids. Un vrai poids.
Maintenant, qu'est-ce qu'il en restera Et plus largement, au sein de la population, est-ce que vous avez l'impression que c'est une réalité, l'écologie? Est-ce que c'est pas simplement une mode de bobo parisien ou berlinois ou new-yorkais? Est-ce que dans les campagnes aujourd'hui, en France ou ailleurs, on pense à l'écologie et on vit écologie? Alors si on parle écologie purement et simplement et non pas développement durable, qui est développement durable, donc c'est écologie plus le social plus l'économique. Si on parle uniquement écologie, environnement, je pense que c'est quelque chose qui motive énormément qu'une partie très relative de la population. Et c'est vrai que quand on est un paysan, qu'on a toutes les peines du monde à boucler sa fin de mois, il y a un principe de réalité. Il y a un principe de réalité, on va souvent au plus simple, au moins cher à court terme, quitte à hypothéquer peut-être un peu le futur, mais ça c'est humain. Par contre, si il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par des problèmes sociaux, par des problèmes économiques, et une des choses qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est justement que les trois sont liés. Donc des gens qui pensent ne pas être intéressés par l'environnement le sont de facto, parce que typiquement l'importation de produits à bas coût d'Asie du Sud-Est se fait au détriment de l'environnement là-bas et crée des problèmes sociaux chez nous. Donc on voit que les trois sont liés. Merci Laurent Joliat-Ferrier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste du développement durable et auteur de cet ouvrage Petit manuel du développement durable à l'usage de Ségolène, Nicolas et les autres. C'est d'actualité. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde.